votre chien et votre chat doivent être pucés ou tatoués. Si, c'est obligatoire. Mais pourquoi est-ce si utile et nécessaire? C'est la question que nous allons poser à une vétérinaire, Marielle Meurlet, qui est notre invitée cette semaine dans L'air de rien. Bonjour mesdames. Bonjour. Bienvenue cette semaine dans L'air de rien. Émilie Piveteau, bienvenue. Bah, oui. Oui, bravo. Merci. C'est banal de dire ça. Alors, on va parler lecture avec vous, une sélection d'ouvrages pour enfants. Pour la jeunesse, voilà, enfants sur une thématique bien particulière, citoyenne, solidaire, etc. Et c'est dans le cadre de l'association Lire et faire lire. Lire et faire lire. Merci Émilie. Delphine Blanchard, on terminera l'émission avec vous, en sifflant. Siffler avec Fred Radix, qui est en concert en Vendée fin mai. Et c'est un siffleur qui reprend des airs de musique classique. En sifflant donc. Voilà, et donc vous testerez aussi vos talents de siffleuse, c'est ce que vous avez promis. Ou pas. Marielle Meurlet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes vétérinaire à Sautron, voilà, présente. Voilà, tout à fait. Et présidente du syndicat des vétérinaires de Loire-Atlantique. Tout à fait. Alors, on vous a invité aujourd'hui pour parler de l'identification des animaux domestiques. Alors, quand on dit identification, oui, ça veut dire le tatouage ou la puce, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. Alors c'est vrai que la puce commence à vraiment se démocratiser. On ne tatoue presque plus, et surtout on tatoue encore en France. Et c'est mieux en fait de pucer plutôt que le tatouage. C'est plus pratique, il n'y a pas besoin d'anesthésie. Et puis je vous dirais vraiment que c'est indolore. D'accord, par rapport au tatouage. Ouais. Alors c'est obligatoire donc, oui. Pour les chiens depuis 1999. Les chats 2012. Il y a aussi les furets. Et aussi les furets, tout à fait. Il y a pas les lapins, mais les de... furets. Non, ouais, il faut savoir quand même qu'il y a 60 000 furets en France d'identifiés, ce qui est quand même beaucoup. Voilà. Et par contre, il y a plus d'animaux que d'animaux identifiés, c'est-à-dire que tous les propriétaires, alors que c'est obligatoire, ne font pas identifier leur chien ou leur chat ou leur furet. Oui. Je crois que vous aviez quelques chiffres quand même, parce qu'il y en a pas suffisamment, mais ça progresse un petit peu. Oui, c'est vrai, ça progresse. Alors en France, il y a 10 millions de chiens d'identifiés. Donc identifiés, donc c'est puce, tatouage, d'accord. Pareil pour les chats. Les chats, il y en a 5,8 millions et 60 000 furets, voilà. On va revenir sur le fait pourquoi est-ce qu'il y a moins de chats que alors quoique maintenant les chiffres commencent en fait à se rapprocher, on a pratiquement autant d'identifications chiens et chats cette année 2016, puisqu'on est en 2017, il y a eu 750 000 chiens d'identifiés et 600 000 chats. Donc c'est vrai que voilà, ça commence un petit peu. Voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est obligatoire? Et si c'est obligatoire, c'est parce que a priori c'est que c'est nécessaire. Oui, tout à fait. Alors, l'obligation, pourquoi? La première chose, c'est qu'effectivement, quand on veut sortir, par exemple, du territoire français avec son animal, il doit être identifié. D'accord. Voilà. Donc, chien, chat. Si je voyage, normalement, je ne peux pas voyager avec mon animal s'il n'est pas sorti de la frontière française et aussi la Corse. Il faut savoir que pour aller en Corse, son animal doit être identifié et vacciné contre la rage. Et donc avoir un passeport. D'accord. Voilà. Et l'identification est également obligatoire quand on importe des animaux. Oui, donc dans les deux sens, c'est-à-dire dans les deux sens. Voilà. Elle est également obligatoire lorsqu'on fait une cession ou une vente d'animal, maintenant. Alors, même si je donne la portée, enfin un chaton, je suis censée pas pouvoir le faire si ce chaton il n'est pas identifié. Tout à fait. D'accord. Voilà. Alors, les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, on voit que les chats sont moins identifiés que les chiens. Oui. C'est parce que c'est plus compliqué de le faire sur les chats ou... Non, c'est que souvent le chat, voilà, le chien fait vraiment partie de la famille, il voyage avec nous, on va le promener en laisse, voilà, il intègre vraiment une famille. Ouais, on est plus attaché. Le chat, alors on est plus attaché différemment, on va dire. C'est vrai que le chat est probablement le chien est plus dépendant de nous, d'accord. Le chat, on estime qu'il va, il vient, il vit sa vie, etc. Même si effectivement il intègre quand même de plus en plus la famille. Mais c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, le chat, voilà, il peut se faire écraser, il peut disparaître. Mais justement, l'intérêt de l'identification, c'est de pouvoir le retrouver. Ah, voilà. Alors ça, c'est important. Quand même, voilà. Alors quand même, parce que puisqu'il y a des gens qui ne le font pas, est-ce qu'on encourt certaines choses? En quoi, en fait, on peut prouver que... essayer d'argumenter pour inciter les gens à le faire,
En quoi l'identification est quand même un plus, au-delà de ce que vous disiez par rapport au voyage, où là c'est obligatoire. Oui, tout à en quoi fait. ça contribue au bien-être de l'animal? Si vous voulez, c'est vrai que bon, on va pas autant le chien que le chat, mais notamment le chat, parce qu'en fait c'est celui qui est quand même le moins identifié, le moins vacciné à l'heure actuelle. C'est vrai qu'il rentre dans les familles, donc on s'y attache. Les enfants s'y attachent, d'accord. Ils font partie intégrante de notre famille. Donc forcément, quand ils disparaissent, ils peuvent très bien être enfermés dans un garage. Hein. Les gens partent en vacances, ça arrive très souvent, hein, d'accord. Ou aussi se faire prendre. Il y a des vols, hein, il faut le savoir. Donc c'est vrai que l'identification, surtout maintenant en fait avec la puce électronique, puisqu'elle se glisse sous la peau, du coup permet de retrouver son animal. Voilà. Alors comment ça se passe? Parce que c'est pas un système GPS, c'est-à-dire. Alors voilà, ce n'est pas un système GPS, bien que ce système-là existe, notamment pour les animaux errants. Enfin, c'est comme ça on voit les migrations de population de loups. D'accord. Voilà, d'accord, pour des études. Voilà. C'est pas le... Ça, il y en a peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, la puce ne permet pas ça. Voilà, tout à fait. D'accord. Il y a un site en fait sur lequel qui s'appelle Fil à la patte, donc qui est le site officiel en fait en France de disparition des animaux. D'accord. On va sur ce site, que l'on soit une personne lambda, on peut s'inscrire, en fait, on peut inscrire son animal, voilà, même si on l'a, d'accord. Et puis, en fait, il y a une rubrique animaux perdus. Et donc, il suffit simplement de rentrer les coordonnées de l'animal que l'on a perdu avec son numéro d'identification, d'accord, ou sans identification, puisque sur ce site, il y a aussi des animaux qui ont été perdus et qui ne sont pas identifiés. D'accord. Et en fait, ce site est visible par tout le monde et ouvert à tout le monde. Donc c'est un fichier en fait. C'est un fichier, tout à fait. C'est le fichier officiel français. Donc si on retrouve un animal, dans quelle Imaginez, mesure vous avez un chat qui arrive chez vous, vous dites oh pauvre chat, donc vous le gardez en général un mois à la maison. Puis on se dit oh on va quand même l'amener chez le vétérinaire pour qu'il aille bien. Nous on se doit, ne connaissant pas ce chat, mais peut-être il y a des fois les gens, est-ce que vous avez vérifié qu'il avait une identification? Et souvent les gens vous disent oh ben non, il n'a pas de tatouage. Il y a la puce électronique. Et donc, on a un petit appareil que l'on passe et bip, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ah, alors là, les gens, c'est vrai que du coup, sont un peu déçus. Et en fait, bah oui, forcément, on va sur le site donc, de l'ICAD, qui est donc le fichier en fait, de centralisation de toutes les identifications. Alors, ICAD, ça veut dire identification des carnivores domestiques. Voilà, tout à fait. Hein. Donc, sur ce site-là, on a un code d'accès, en fait, nous, en tant que vétérinaires, qui nous est propre. On tape le numéro de la puce électronique ou du tatouage et en fait, on retrouve les propriétaires. D'accord. Donc sur ce site, en fait, apparaît donc le nom de l'animal, sa race, sa couleur, son sexe, d'accord. Et puis toutes les coordonnées du propriétaire, le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone ou l'adresse mail. Très complet. Par contre, la puce, donc si le propriétaire, plutôt les personnes qui ont retrouvé ce chat n'ont pas vu qu'il a été pucé, c'est que ça se voit vraiment pas beaucoup, c'est difficile. C'est un petit grain de riz. Ouais. Je vous ai amené d'ailleurs Alors on va voir le petit outil que nous utilisons pour les identifier. Voilà. Alors comment est-ce que... Voilà, donc en fait, si vous voulez, il y a... C'est une seringue voilà, c'est une petite seringue. Alors donc il y a un papier officiel en fait avec un code barre, dont nous nous servons justement pour rentrer en fait sur le site d'ICAD en fait. On rentre ce numéro d'identification. Voilà. On rentre ce numéro-là. Donc c'est un petit appareil ergonomique. Comme une seringue. C'est comme une seringue en fait. Il se tient très facilement en main. Il est petit, d'accord. Voilà. Donc il y a en fait ce petit biseau qui paraît important, mais qui en fait rentré sous la peau est tellement fin finalement parce qu'il est tellement biseauté qu'il est pratiquement indolore. Les gens sont toujours surpris, les animaux ne bougent pas. Ouais, c'est le propriétaire qui tout ferme à les fait. yeux. Voilà. Alors vous nous avez emmené Max. Voilà, le joli Max. Voilà. Et en fait, alors je vous le fais de ce côté-ci parce que moi je suis droitière, je le fais plutôt de l'autre côté. En fait, on pince la peau. Ouais. Et on vient introduire en fait sous la peau et clac la puce. Voilà, on envoie, on retient et alors je vais vous montrer. Et en fait, on voit d'accord. Voilà. C'est vraiment tout petit. C'est vraiment mais tout à l'œil petit. nu, en fait, c'est impossible. Quelqu'un qui veut vérifier si c'est pas facile à voir. Votre animal est un peu gras. C'est compliqué. Ça donc sent on a un petit appareil. Au toucher. Oui, ça se sent. Il faut savoir où. Et vous voyez, regarder, c'est vraiment petit. Hein. Ouais, c'est vraiment tout petit. Donc en fait, chez le vétérinaire, vous scannez en gros la puce. Voilà, on scanne la puce, on a le numéro. On va sur le site d'ICAD avec notre référentiel et nos identifiants. Alors on comprend bien, si l'animal est bien dans le fichier, évidemment, on retrouve son propriétaire, voilà, etc. Donc tout animal trouvé doit être effectivement apporté ou à la mairie, à la police municipale, qui normalement est équipée d'un... On va y revenir sur tout ce qui se passe dans les communes. Ou chez son vétérinaire ou le vétérinaire proche de chez soi, afin que nous puissions effectivement voir si l'animal est pucé. Très bien, sa carte d'identité, Max. Voilà, okay. Tout à fait. Petite parenthèse avec Émilie pour lecture pour enfants.
Alors Émilie, vous connaissez bien l'association Lire et Faire Lire puisqu'elle dépend de la Ligue de l'enseignement. C'est ça, et j'en suis la coordinatrice, donc je connais bien. C'est pour ça que vous en parlez. Exactement. Et cette année, en fait, au début de l'année scolaire, on se fixe des petits projets, des petits objectifs avec les bénévoles. Et on s'est dit qu'on allait se lancer dans la création d'une bibliographie avec les coups de cœur des bénévoles, donc vraiment pour valoriser aussi leur lecture sur les territoires en Vendée. Combien de bénévoles en Vendée? Là, en ce moment, 525. Ah oui, d'accord. Majorité de femmes. Oui, toujours. Voilà. Mais ça reste ouvert aux hommes aussi, pas de problème. Oui, donc une bibliographie, on fait une sélection. Une sélection sur une thématique alors très large, hein, c'est la lutte contre les discriminations, mais du coup ça permet d'aborder aussi bien le handicap que la différence d'origine, la différence sociale, enfin peu importe après le thème, les bénévoles ont pioché là-dedans et on a eu une trentaine de livres quand même sélectionnés. Donc on a sorti une petite bibliographie que vous pouvez trouver sur le site de la FOL Vendée ou sur le blog des bénévoles Lire et Faire Lire. Alors, vous en avez apporté 3. J'en ai apporté 3. J'en ai apporté 3 qui sont choisis du coup par les bénévoles. Donc là, par exemple, vous avez J'ai mal aux maths. Format plutôt, voilà, pour le cycle 3, là, plutôt, donc CM1, CM2, 6e. Oui. On est plutôt sur un roman assez court. Elisabeth Bramy, qui est très connue. Et c'est Cathy de Saint-Vincent-Sterlange qui a choisi ce livre-là. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Puisqu'en fait, c'est l'histoire de Tamara, du coup, qui donc est une jeune fille qui stresse par rapport aux maths. Parce qu'elle entend régulièrement dans son entourage que c'est une affaire de garçon. Et que du coup, forcément, en étant une fille, ça va être très compliqué pour elle. Donc, elle est très angoissée de base par les maths. Voilà. C'est un petit ouvrage, en tout cas, pour parler aussi des stéréotypes qu'il peut y avoir filles-garçons sur ces sujets-là. Ouais. Et apparemment, ça a très bien marché auprès des enfants, puisqu'il a été lu aux enfants de Saint-Vincent-Sterlange, voilà, ça a fait écho, en tout cas, à certaines choses chez eux. Voilà, c'est ça. C'est chez Talent Haut. Oui, ces éditions Talent Haut qui ont toute une sélection sur des thématiques comme ça pour le vivre ensemble. Ils font là-dessus. J'ai apporté donc Nina aussi. Là, on est plutôt sur la dominante historique, puisqu'en fait, c'est Nina Simone qui raconte son histoire à sa fille. Donc, à l'époque, du coup, où l'Amérique, c'était plutôt une Amérique ségrégationniste, et du coup, elle lui explique un petit peu tout ça. Donc, et puis, tout en noir et blanc. Alors, tout en noir et blanc, oui. Ce qui a du sens aussi par rapport à l'histoire, on imagine. Oui, et puis du coup, il est très fort quand même, il est très beau. Forcément, ça suscite aussi des échanges avec les enfants et des interrogations. Et quand la bénévole leur a expliqué à quelle époque ça se situait, finalement, ça prend sens parce que c'est pas si loin. Ils comprennent que leurs grands-parents, etc. Enfin bon, ça fait sens. Et ça, c'est Martine, c'est l'électrice à Talmont qui a choisi ce livre-là. Très bien. Et une troisième sélection? Oui. Troisième section, La sorcière du bout de la rue, qui est un livre assez connu. Oui, il est assez connu. C'est très chouette. Et là, qui parle du handicap, pour le coup. Le handicap via l'histoire en fait d'une dame qu'on ne voit pas, mais que les enfants, qui fait très peur aux enfants, parce qu'elle vit seule, elle paraît très étrange. Du coup, c'est une sorcière pour eux. Mais au fur et à mesure de la lecture, on comprend qu'en fait, cette personne-là, en fait, a un handicap, c'est-à-dire qu'elle est muette. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'elle est isolée. Donc, ça aborde la peur de l'autre, de la différence. Et du coup, là, cette fois-ci... C'était une sélection de... C'est Chantal Alaroche qui a lu ce livre et ça lui a permis aussi d'aborder le langage des signes avec les enfants. Ils ont discuté de tout ça et il y en a qui connaissaient quelques mots. Et puis, on en retrouve aussi quelques classiques puisque, par exemple, Marité propose Cendrillon aussi dans la sélection pour aborder les différences sociales avec la pauvreté, etc. Et ça peut paraître très bête, mais ça parle beaucoup aux enfants. C'est le discours qu'on va mettre dessus. Exactement, c'est ça. D'accord. Très bien, Émilie. Donc, on redit, la sélection des bénévoles, elle se retrouve sur le site internet de la FOL. De la FOL Vendée et du blog des bénévoles Lire et Faire Lire de Vendée. Très bien. Merci. On retourne avec vous, Marielle Meurlet, sur l'identification de nos animaux domestiques. Alors, on a commencé à dire qu'il y avait une obligation, là aussi, des municipalités. Tout à fait. Oui, sujet délicat parce qu'il y a un truc qui est obligatoire et ce qui en fait, il y a la pratique en fait surtout. C'est vrai que très souvent, malheureusement, c'est pas forcément pratiqué. Toutes les communes n'ont pas le moyen de le faire ou ne se donnent pas les moyens de le faire. Qu'est-ce qu'elles devraient faire? Alors, la loi exige depuis le 12 janvier 2007 en fait que chaque commune devra avoir en fait une fourrière municipale pour accueillir les chiens, quelle que soit la taille de la commune, les chats. Quelle que soit la taille de la commune. Et si elle n'a pas cette fourrière, elle se doit en fait de passer en fait un accord ou avec
un ou plusieurs vétérinaires ou une société protectrice animale pour justement pouvoir trouver une solution pour ces animaux errants. Si je trouve un animal dans ma rue, normalement, je peux l'amener à la mairie. Voilà. Et la mairie a l'obligation, je dis bien l'obligation, de trouver ses propriétaires. Donc elle doit se donner les moyens de trouver le propriétaire. Donc elle peut très bien nous renvoyer éventuellement l'animal s'ils n'ont pas de système d'appareil pour lire les puces électroniques par exemple, ou l'accès aux fichiers en fait, et nous on peut très bien leur rendre service. Parce que là aussi en théorie, la municipalité devrait avoir en fait l'appareil qui permet de lire la puce. Normalement. Pour accéder aux fichiers. Oui. D'accord. Bon, et la mairie a aussi normalement un accès au site pour justement retrouver ces animaux. D'accord. On en est loin. Hein. C'est très disparate. D'une région à une autre et d'une commune à l'autre. Alors, voilà. on entend les élus se plaindre des animaux errants, et notamment des chats. On est dans des régions où les chats prolifèrent. C'est aussi parce que c'est un animal qui se reproduit assez vite, assez facilement. Hein. Un chat, normalement, est dit errant s'il est à plus de 200 mètres de chez lui et non identifié. Sachant que... Ou, s'il est identifié, il doit être à plus de 1000 mètres, c'est-à-dire 1 km. Voilà. La définition du chat errant. Alors, bon, autant dire que le chat voyage dans les communes et qu'il y a beaucoup de chats errants, effectivement, à ce moment-là. Alors, ça coûte combien? On n'a pas abordé ce sujet-là, de faire identifier son animal et puis aussi de le faire stériliser. J'imagine que ça dépend de l'animal, évidemment. L'identification. L'identification, je vais vous donner une fourchette large, puisqu'en fait, les prix sont libres, d'accord. C'est entre 40 et, on va dire, 70 € de TTC. Quel que soit l'animal, quel que soit l'animal, puisqu'en fait, voilà. Alors, que ce soit d'ailleurs une puce électronique ou une anesthésie. Donc, ça comprendra en général forcément l'anesthésie avec. D'accord. D'accord. Alors, la stérilisation, vous dites que ça peut être une solution quand il y a des animaux errants, ça limite... notamment la population féline, donc les chats. C'est vrai que c'est important, parce qu'en fait, les chats se reproduisent énormément et de bonne heure, donc à partir de 6 mois. Les gens sont souvent surpris, mais entre 5 et 6 mois, la chatte est fertile. Voilà. D'accord. Et le chat peut saisir une femelle, effectivement. Donc, et ça va très vite, hein, puisqu'en fait, à chaque fois qu'il y a un coït, il y a ovulation, et donc à coup sûr... Il y a des petits. Bienvenue. D'accord. Voilà. Donc la stérilisation, c'est à peu près quel coût pour un chat et une chatte? La stérilisation, ça va entre 100 et 180 €. Voilà. D'accord. Donc on comprend bien l'intérêt parce que les chats aussi sont vecteurs de certaines maladies, c'est ça aussi? Oui, tout à fait. Il faut savoir que nous, en tant que vétérinaires, nous proposons aussi des services, des tarifs en fait, de sociétés protectrices animales pour justement aider les gens qui recueillent notamment des chats. Il faut savoir qu'il y a des gens qui recueillent pas mal de chats pour les aider et les inciter en fait, à faire stériliser leurs animaux et aussi identifier. Alors tout ça, ça nous demande aussi à réfléchir un peu sur notre rapport qu'on a avec l'animal. Voilà, donc on voit bien que avec le chien, enfin même l'animal a pris une place plus importante dans nos foyers, c'est vrai, vous le constatez? Oui, c'est vrai que l'animal fait partie intégrante de la famille, il faut le dire. Voilà. Hein. Ça se développe de plus en plus. Il y a un site qui a été mis en place qui s'appelle le Chien plus Zen. Donc le Chien plus en lettres, voilà, zen, chien+zen.fr, voilà, qui est un site en fait qui a été créé fait par des vétérinaires, notamment avec le syndicat, pour justement donner plein de conseils. Il y a des petites vidéos, il y a des jeux pour les enfants sur l'éducation en fait. Parce que ce que vous m'expliquez en préparant l'émission, c'est que si l'animal a pris une place plus importante dans le foyer, dans nos vies. On n'est pas vraiment armé, ou du moins on a peu de connaissances pour avoir une relation voilà, c'est qu'on l'aime, son animal. Oui, on l'humanise énormément. On lui impute plein de sentiments, la jalousie, enfin voilà. Il y a des choses qui sont vraies, d'autres beaucoup moins, si vous voulez. Et donc l'animal est tellement intégré dans nos familles qu'il n'est plus à sa place d'animal. Et en fait, sans le savoir, du coup on va créer un stress chez cet animal qui, du coup, ne se retrouve plus à sa place dans cette meute qu'il a intégrée. Et donc, en fait, notre rôle aussi en tant que vétérinaire, c'est aussi d'aider les gens, alors si possible, en fait, avant l'achat ou avant l'adoption, pour justement préparer, je dirais, l'arrivée de l'animal dans la maison, dans la famille. D'accord. Donc, on peut imaginer, quand on accueille un animal, aller voir son vétérinaire, aller sur le site que vous avez cité, chien+zen, pour que c'est aussi dans l'intérêt de l'animal, pas seulement du propriétaire. Dans l'intérêt de tout le monde. Voilà, que ça se passe bien, que l'animal se développe bien et que les gens n'aient pas de soucis avec leur chien ou leur chat. Et vous me disiez, c'est pas parce que on est à la campagne et qu'il y a un jardin que l'animal, le chien, il faut pas aller le balader un petit peu. Tout à fait. Le chien a besoin d'aller de sentir ses petites odeurs, faire ses petites pissettes. C'est comme s'il allait discuter en fait avec d'autres chiens.
Ah bah oui, donc on imagine bien que... Voilà, c'est important. Ils peuvent s'ennuyer. Oui, ils peuvent s'ennuyer dans les jardins. Très bien, voilà. Merci pour tout ça. C'est vrai qu'on a beau les aimer, mais c'est pas suffisant, il faut avoir il faut quelques aussi clés. faire ce qu'il faut pour... Ouais. Très bien, donc nous allons tous pucer nos chats, Delphine. Voilà, au moins on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Ah, ça c'est sûr. Nous terminons cette émission en sifflant. Ah, elle a répété, je suis sûre. Ou c'est une cassette qui donne son... Avec Fred Radix. Oui. Delphine, ça va rester ça dans les archives, je pense. Certainement. J'ai eu Fred Radix au téléphone il y a quelques jours, donc il m'a donné quelques cours. Ah, c'est vrai? Voilà, c'est pour bravo. ça. Fred Radix, chanteur à texte que certains connaissent en Vendée. Il a fait plusieurs chants à part. Oui. Donc humour, burlesque, chansons françaises, et puis tout à coup il s'est dit « et si je sifflais ?» Donc il a commencé... Oui, et ça peut arriver. Non, mais en fait, c'est parce qu'il sifflait sur la route, dans son camion en tournée, il sifflait tout le temps. Ses copains lui disaient « mais c'est toi ou c'est la radio? Parce que tu siffles vachement bien. » Ah, d'accord. Et il s'est dit « tiens, je vais faire quelque chose. » Son dernier spectacle solo, pour ceux qui ont eu la chance de le voir, il commençait à siffler. Et puis un jour, il s'est dit « j'adore la musique classique, ça me détend. Écouter Chopin, Schubert ou Satie, ça me détend. Pourquoi je ne ferais pas des siestes sifflées ?» Donc il a amené des transats sur des places publiques. Ah oui. Les gens se mettaient sur ces transats et lui, il sifflait des airs de musique classique en plein air. Il a commencé à faire ça. Ah, c'est original. C'est original. Et puis petit à petit, en fait, sa bouche à oreille a un peu fonctionné. Ça fait 4 ans désormais qu'il tourne avec 4 musiciennes, un quatuor à cordes, il a une queue de pie, c'est le Pavarotti du sifflet. Et maintenant, il tourne dans des théâtres. Il a fait 400 représentations là, en 4 années. Hein. Donc, très bonne moyenne. Ah oui, sachant que tenir 1h30 en sifflant, bon courage. Donc, il ne tient pas 1h30 en sifflant. Et puis, en plus, Fred Radix ne se refait pas. C'est quand même un humoriste à la base. C'est aussi un comédien. Donc, il y a des sketchs. C'est très, très drôle. Vous verrez sur scène, il invective le public en disant « Ah, vous n'arriverez jamais à siffler. Ou est-ce que vous reconnaissez ça ?» On ne vient pas voir seulement quelqu'un qui siffle. Oui, il y a vraiment toute une mise en scène. Sauf qu'il y a quand même, c'est pas que de la comédie. La musique classique, il siffle vraiment sur des partitions de Schubert, de Satie, de Chopin. Il y a un vrai travail. Il est seul en scène. Bah, lui, seul à siffler, mais sauf qu'il est avec 4 musiciennes sur scène. D'accord. Ouais, 4 musiciennes à cordes qui l'accompagnent, et elles sont des musiciennes de classique, hein, qui ont vraiment Alors, Marielle Merlet, vous connaissiez, vous, des siffleurs? Des jeunes siffleurs, oui. Ouais, des siffleurs d'oiseaux. Des siffleurs d'oiseaux, oui. Tout à fait. Et donc là, il pourrait aussi faire ça. Donc là, il siffle plutôt de la musique classique. Et je vous en parle parce qu'il vient en Vendée. Vraiment, je pense qu'il faut que vous alliez le voir en mai. Et puis, je vous propose de regarder un extrait parce que comme ça, vous aurez un petit peu plus de bande-annonce. Oula, attendez, oula. Merci. Mettons les choses au clair pour la soirée. En ce qui concerne le sifflet ce soir, je fais le job. Hein, voilà. Non, mais bel enthousiasme. Les sopranos, vous vous rappelez de votre note? Non, vous vous rappelez pas de votre note. On est mal. Là, on est mal. Ah, je vous jure, je vous écoutais. Ça sonnait comme quelque chose qui aurait fait... C'est ça, écoutez. Non, quand même pas. Ah, à ce point-là. Une technique dingue, hein, quand même. Ah oui, il a beaucoup de souffle hein, ici. C'est surtout, en fait, donc c'est une nature, il siffle plus haut que la moyenne et il travaille beaucoup, notamment la musculation du visage, ce qui est très important quand on siffle, et au niveau du souffle. En fait, il faut enlever le souffle parce que c'est ça qui donne un sifflement pas très joli. Et donc, il est
le 19 mai à Luçon au Théâtre Milandi et il est le 20 mai à Montaigu dans le cadre du festival Monte en scène. Vous voyez, vous avez vu là les quelques images, il y a une belle mise en scène, il y a des musiciennes de classique qui sont vraiment très très... Parce que quand on dit siffler, on pourrait dire que ça fait un peu amateur ou un peu anachronique. Oui, c'est mais ça. Là, c'est-à-dire qu'il a bossé le sujet et 400 représentations en 4 années, c'est que ça vaut le coup et les théâtres sont pleins et en plus c'est un garçon très sympathique et vous verrez, il fait des dédicaces à la fin, il vend son CD avec ses musiques classiques sifflées, donc allez à sa rencontre. Par contre, il faut se retenir parce qu'on doit avoir envie de siffler avec lui. Oui, et vous voyez que on n'a pas tous une capacité à très siffler. Bien. Donc il s'appelle Fred Radix et il est le 19 mai à Luçon et le 20 mai à Montaigu. Oui, et son spectacle, ça s'appelle Le Siffleur, tout simplement. D'accord, très bien. Merci beaucoup Delphine. On termine cette émission avec la une du magazine d'Avril. Qui dit avril et dit poisson, dit pêche. On est dans le thème. Oui, tout à fait. En plus, pas les poissons. Très bien. Merci Émilie, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Marielle Merlet, merci d'être venue jusqu'à nous pour l'identification. Et Delphine aussi la semaine prochaine. Oui.